KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Augustin pressentit d'étranges jours. Bébé a dormi doucement, continuait Christine, avec quelque chose de changé, de moins accablé par ce sommeil. Figure-toi qu'il a bu hier soir après ton départ. Il a bu un biberon qu'il a gardé. Ce matin, un autre biberon. Tu sais comme il se recroquevillait contre la muraille. Eh bien ce matin, il semblait presque chercher la lumière. Puis, rencontrant les yeux de son frère et toute l'affection qu'il contenait, elle montra cette brusquerie sentimentale qui la caractérisait, ces explosions longtemps contenues, éclatant enfin devant une tendresse. Mon Dieu, que tout cela finisse, oh mon Dieu. Qui avait raison? Cette amélioration incroyable ou l'analyse recueillie au laboratoire ce matin même? Augustin s'en redisait les termes: lymphocytose, présence du bacille de Koch, et le commentaire restreint et inexorable essuyé pendant la première partie de cet interminable retour. Le nouveau médecin était grisonnant, fluet, glacial. Il marchait obliquement, semblait toujours en train de passer par une porte ouverte. Il écouta Christine sans desserrer les lèvres, puis d'un ton doux, inclinant la tête déprécativement, pour atténuer ce que cette exigence avait d'excessif, après tant d'explications. Voyons le petit malade. Christine demanda: faut-il le réveiller? Nous sommes bien forcés. Le nouveau venu fit les gestes de l'autre, introduction de la main sous la nuque, soulèvement du buste, petit jeu devant les yeux, tout rite maintenant sorti du mystère médical, associé pour toujours à leur sens mortel. Dans son bain, continuait Christine, il est resté d'une souplesse naturelle comme autrefois. Seulement sa maigreur est extrême, il a presque fondu, pauvre petit. Tournée vers le petit garçon, elle répétait les gestes gracieux d'avant la maladie, quand elle lui faisait plaisamment « non, non », en hochant la tête et plissant les yeux. C'est alors que bébé, à son tour, sourit d'un petit sourire pâle et faible, plein de bonne volonté. Je veux bien montrer mon plaisir d'être dans tes bras. Je veux bien te sourire, du profond abîme où lentement je retourne. Puis le visage blanc revint à son grave rêve inintelligible. Devant Christine, le nouveau médecin convint d'une certaine amélioration, mais la nia ensuite devant Augustin. Ces rémissions, monsieur, sont malheureusement classiques. La seule chose à faire est d'empêcher cet enfant de trop souffrir et de préparer sa mère. Puis ce retour sur soi, si naturel aux médecins et dont les parents s'étonnent toujours. Nous autres, consultants de cas désespérés, notre position est très difficile. Nous ne pouvons refuser de venir, ce serait inhumain. Et nous savons ces voyages si vains. C'était autour de lui, évidemment, de son déplacement à 100 kilomètres, de sa position en deuxième juridiction, que tout tournait pour le moment. Mais quoi? Cet homme disait ce qu'il devait dire, et ne pouvait rien de plus. Augustin le précéda chez sa mère, tandis qu'il parlait à Christine. Le buste dressé contre une pile d'oreillers, la vieille femme respirait difficilement, tous ses efforts concentrés dans cette occupation laborieuse. Oh, il ne fallait pas me mener l'autre. Celui d'ici suffisait bien, il ne fallait pas. Il va prendre plus cher. Le prix sera presque le même. Oh, il ne sera pas le même. Puis, craignant de ne pas paraître assez reconnaissante, « Viens m'embrasser, mon chéri. Tu as pensé à ta vieille mère? Elle sera bientôt guérie, comme autrefois. Ne parle pas inutilement. Ne t'occupe de rien pendant 5 ou 6 jours. Nous sommes en train de soigner le petit qui va mieux. » Mais ses yeux à elle se portaient à droite et à gauche, regardaient si tel détail clochait dans la chambre,
ou n'était pas rangé comme elle estimait qu'il dût l'être. « Augustin, dit-elle, tu cacherais les pantoufles. » Naturellement, ce qui faisait l'intense originalité de cette chambre, elle ne le voyait pas. Des rideaux vieillis, mangés d'anciens soleils, pendaient du plafond, formaient tapisserie, rejetés entre le mur et le bois du lit. La malade, assise dans ce lit, portait une chemise de nuit en grosse flanelle de coton à rayures beige qui lui montait jusqu'au menton. Un chapelet à grains énormes de la taille d'une noix, disposé en cœur stylisé, décorait le fond du lit. Le crucifix pendait à la pointe inférieure de ce cœur. Un second crucifix en bois brun, vulgaire, bon marché, un crucifix de mission, s'appliquait contre le mur face au lit. Une image du Sacré-Cœur, dans un cadre de bois peint en noir, dominait la porte. On ne la voyait qu'en sortant. Même, alors, l'œil s'arrêtait plutôt sur une autre image de métal d'un identique Sacré-Cœur, clouée à même la porte, avec la devise « Instaurer le règne du Christ dans cette maison ». Les autres murs exposaient des cadres semblablement peints en noir, une Notre-Dame de Lourdes coloriée, populaire, une assez belle et ancienne gravure sur bois de Sainte Thérèse. Un tableau bizarre, aquarelle de facture enfantine, représentait des sortes de violettes autour desquelles on lisait en une calligraphie de primaire et une encre ocrée par le temps « Bonne fête, Notre-Dame de la Font-Sainte, septembre 1882 ». D'autres images de piété, noires, coloriées, dentelées, rassemblées au hasard de 1000 circonstances, en une période de 30 années, pendaient par des épingles un peu partout. Cette naïve surabondance de garnitures pieuses, Augustin n'en remarquait plus la pauvreté singulière et vieillotte au bout de 2 ou 3 jours. Mais, devant une venue de médecins, elles lui semblèrent d'un tel dépouillement, d'une telle candeur de sœurs converses, qu'elles en étaient comme rejetées hors de la vie contemporaine, dans un recul de plus de 50 ans. Tous les meubles, sortis d'un atelier de menuiserie cantonale, bien avant l'époque des grands magasins, avaient été lancés dans le monde à un moment imprécisable de l'ancien temps. On ne lui avait rien acheté lors de son mariage. Qu'aïeules, quelques vieilles tantes de grands domaines avaient déversé sur elle ces meubles meublants d'une hérédité rustique. Le lit, la commode, la forte armoire de paysanne riche, la table de nuit, portant déjà les fioles des maladies, une autre table en bois blanc couverte d'une serviette, avec pot à eau et cuvette en faïence blanche. Un rond de papier jauni découpé pour le tuyau d'un poêle absent, masquait un trou dans le tablier de la cheminée. Pas de pendule sur cette cheminée, mais une statue de la Sainte Vierge en plâtre, entre 2 beaux chandeliers de cuivre ciselé, d'un Louis XVI très net, encore que provincial et lourd. Entre la Vierge et le chandelier de droite, un autre crucifix sur pied noir, en bois, voisinait avec un réveil bon marché. Tout cet ensemble se reflétait dans une glace pour chambre de bonne. Augustin cacha sous le lit 2 pantoufles propres, pauvres et très usagées. Les médecins entrèrent. Christine leur expliqua que la veille, après le départ de son frère, sa mère avait commencé d'étouffer. Le matin, s'étant levée avec une habituelle dureté pour elle-même, les palpitations et suffocations la reprirent comme elle haussait le bras pour se coiffer. Le docteur venu pour bébé trouva 2 malades à soigner. Une blessure particulière déchirait Augustin, au milieu de sa souffrance générale. C'était toujours la même chose. Jamais il ne s'ajustait exactement à ce qu'il aimait. À quelques 10 jours avant la mort de l'enfant, se plaçait affreusement l'espérance de ses fiançailles. De même, pendant qu'il descendait au flanc des gorges hier soir, la pensée pleine des récits de l'abbé, devant lui l'immensité lunaire et la noble forêt, sa mère, ici, commençait de souffrir, et sa sœur voyageait d'un malade à l'autre au milieu de la nuit. Le médecin, mince et grisonnant, maintenait un perpétuel clin de paupières et pinçait les lèvres,
écoutant les mots murmurés par le confrère du Cantal, vieille hyposystolique, surmenage émotion. Christine avait ses yeux immenses et cernés des jours de grande fatigue. On entendait très loin dans la campagne le ronflement d'une machine à battre. Le docteur étranger mit l'oreille et les mains un peu partout sur cette poitrine, tandis qu'au-dessus de sa calvitie distinguée, cerclée de cheveux gris bien peignés, faiblement parfumés, la vieille femme continuait d'ouvrir sa bouche bleue pour procéder au travail de la respiration. On découvrit les pieds, les jambes qu'Augustin s'émut de trouver très gonflées. Christine rebordait soigneusement les couvertures. Le médecin regarda dans la table de nuit, demandant « Y a-t-il longtemps que ces urines n'ont pas été vidées ?» Enfin, d'une voix froide, extrêmement polie, ayant l'air d'offrir des excuses aux assistants, à son confrère, à la malade, « Nous ne dérangerons pas davantage, Madame Méridier. »« C'est vous, monsieur, qui avez été bien bon de vous déranger, dit-elle, haletant. »« Pardon ? Comment ?» fit le médecin qui saisit mal. Comprenant soudain que cette pauvre vieille femme pensait être aimable et reconnaissante, il eut un sympathique sourire dans ces mêmes tons froids. Tandis qu'il se retirait pour s'entretenir, selon l'usage, Augustin revint avec Christine vers la salle à manger. « La pendule n'est pas en retard ?» demanda-t-il. Après tout, n'est-ce pas ? N'importe quelle question était bonne. Il suffisait d'y mettre une tranquillité naturelle. Il était donc indifférent qu'on parlât d'une pendule en retard, de ceci, de cela, ou d'autre chose, ou même de la machine qui battait dans les champs. Il sentait à plein sa grande fatigue. Les mots vacillaient en lui, ainsi que les idées. Il décida qu'il prendrait quelques drogues pour dormir, quand on serait à la nuit. Le médecin consultant changea la situation réciproque de ses deux jambes croisées. Il y a en quelque sorte deux traitements pour madame votre mère. Le traitement physique établi dans l'ordonnance que nous allons vous remettre et le traitement moral non moins important. Ses yeux tournaient autour de lui, cherchant où il avait pu mettre l'ordonnance, mais il finit par voir que son confrère la pliait. Non moins important, son cœur cède, il touche à sa fin. Une asystolique n'a pas impunément les émotions qu'elle a eues ces jours-ci. Augustin s'imaginait voir un assemblage de vapeurs orageuses d'où la vérité sortait par tragiques éclairs. Il dut faire effort pour écouter purement et simplement les explications. Pour elle, continuait le médecin avec un certain choix d'expression, la formule classique est la suivante. Pas d'autre mouvement du cœur que les mouvements strictement indispensables de la vie. Avec le régime et le traitement, peut-être aurons-nous la chance de voir passer la crise. Je dis peut-être. Cette vie dépend des précautions morales que vous prendrez. Les opinions absolues ne sont jamais vraies, mais faites comme si elles l'étaient. Il se leva, ce qui le fit paraître plus petit. Augustin avait de nouveau senti passer le mensonge. Il se leva aussi, le remercia, lui demanda le chiffre de ses honoraires. 1000 francs, dit-il d'une voix faible et distincte. Reconduit jusqu'à la rue, il sortit avec son air de toujours se couler par une porte entr'ouverte, mince, bien mis, funèbre. Augustin remonta l'escalier lentement, comme si la lenteur de sa marche empêchait de s'évaporer quelque réflexion profonde qui eût occupé en ce moment son âme. En réalité, il se bornait à penser qu'il lui faudrait changer de chambre, peut-être coucher dans la salle à manger. Comme il mettait sa main sur le vieux bouton usé qui tournait presque jusqu'au bout de sa révolution avant de dégager la peine, le premier déferlement du désespoir le saisit là, sur place. Comment venu, tout seul, lentement gonflé, comme une goutte d'eau tombant d'un robinet, pendant les réflexions profondes et creuses de l'escalier, ou devant ces vieilles choses matérielles, l'escalier, la rampe, le pêne, qui resteraient les mêmes dans le bouleversement de tout, qui continueraient leur vie de pauvres choses affectueuses, quand la maison serait hideusement vide de toutes les présences bien-aimées. Cela vint comme un tourbillon et passa aussi vite, parce qu'Augustin vit un urgent devoir d'en arracher sa pensée. Il fallait voir clair,
agir net, dans toute la partie du traitement où il était possible d'agir. Toutes ces réflexions n'avaient pas grand sens. Telles quelles, cependant, déversant sur lui leur charge d'énergie, elles étaient bonnes. Il s'y accrochait. Comme il entrait chez la malade, il distingua d'avec la voix habituelle de Christine d'autres mots familiers et étranges, des mots interrompus, sifflés, coupés de prises d'air. C'était la nouvelle manière dont parlait sa mère. « Ils sont partis, fit-il d'un ton calme et naturel. Je suis content de te l'avoir amené. » Il a confirmé tout le traitement de l'autre, indiqué le temps approximatif que tu mettrais à te remettre. « Combien a-t-il pris ?»« Oh, pas plus que pour bébé seul, » dit Augustin paisiblement. « Sa course en voiture et 100 de francs en plus. Laisse, maman, repose-toi, ne t'inquiète pas. » Elle avait à portée de sa main une petite sonnette de salle à manger qu'il se rappela avoir vue autrefois. Quand ils furent tous deux seuls, sa sœur et lui. « Qu'ont-ils dit de bébé ?» demanda Christine. Sa voix était précise, décidée, presque une voix d'affaire. Si l'émotion se voyait, c'était au tremblement des lèvres. Mais il n'élevait les yeux que jusqu'à ses mains, qui s'étreignaient. « Il n'y a qu'à continuer, fit-il, très calme. Il ne dort pas en ce moment. Il n'est plus couché en oreille, en demi-cercle. Il est détendu, il me regarde. » Elle proposait toutes ces descriptions partielles comme si leur total eût signifié convalescence. Elle dit même « Pendant que vous parliez, figure-toi qu'il m'a souri encore une fois. »« Dis-moi, Christine, » fit soudain Augustin. « Maman a souffert toute la nuit, qui l'a veillée. Mais moi, naturellement. » Explique-moi pour quelle heure tu veux le biberon de bébé, quelle quantité de lait tu lui donnes, ainsi qu'à maman, puis va te reposer. Dors quelques heures. Mais Christine parla d'autres tâches. Je voudrais transporter dans la salle à manger le berceau de bébé et un lit. En laissant ouverte la chambre de maman, je pourrais à la fois veiller maman et bébé. Augustin dit qu'il y avait pensé lui-même. Cependant, la solution de Christine était meilleure. « Je me serais fait aider par la grosse Marie, » continua-t-elle. « Mais nous tombons mal. Imagine-toi qu'elle est fiancée. Oui, elle vient de me l'apprendre. À un garçon boucher expéditeur ou quelque chose de la sorte. À eux deux, ils prendront en outre le débit de marchand de vin où elle sert, les dimanches et jours de marché. » Augustin ricana, fit « Pouh !» Ils avaient autre chose à faire qu'à s'occuper de ce mariage grotesque. Il imagina en fiancée l'énorme femme, lui mit sur le dos la robe blanche des mariages, recommença de faire « Pouh ! Elle m'aidera maintenant 1h30 par jour seulement. Et pour me débarrasser. Et pendant 1 semaine encore. » C'était impossible, évidemment. Il fallait s'occuper de découvrir une aide permanente, femme d'ouvrage ou bonne avec une garde pour la nuit. Mais Christine craignait qu'on n'en pût trouver de quelques jours. Ils roulèrent à eux deux un lit dans la salle à manger, et elle y dormit 2 heures. À son réveil, bébé but, sinon avec appétit, du moins sans rejeter le lait. Il se laissait proposer la fiole, restait lui-même immobile et abandonné. En somme, il paraissait mieux. Christine, agenouillée près du berceau, un des bras arrondis autour de l'oreiller, l'autre tenant le biberon, nourrissait l'enfant, attentive et prosternée. Repu, sans souffrance, le misérable petit visage connut cette détente que la jeune mère appelait sourire. Christine le recueillit dans ses yeux et l'offrit à Augustin par-dessus le berceau. Le jour commençait de baisser. La machine agricole avait cessé de battre depuis longtemps. « Écoute, » dit Augustin. « Je vais passer chez les sœurs du Bon Secours. As-tu quelque chose d'autre à me confier ?» Il avait un irrésistible besoin de se sentir dehors. Outre son désespoir et cette continuelle impression de mort, l'obligation du mensonge, du miséricordieux mensonge l'étouffait. Puisqu'il fallait aller chez ces religieuses, autant le faire tout de suite.
Le couvent du Bon Secours somnolait dans une ruelle en cul-de-sac, au nord de l'abbatiale, non loin de la place de l'évêché qu'on voyait jadis des fenêtres de M. Rubenson. C'était une congrégation de gardes malades qui se recrutait presque exclusivement dans la petite demi-bourgeoisie et la classe paysanne. Un ordre simple, un peu rustique, rappelant l'abbé en pluie. Admis dans un parloir prodigieusement ciré, Augustin feuilleta 10 minutes un recueil de photographies de Notre-Dame de Lourdes, revit d'un air distrait le paysage classique, le buisson des cierges, la rangée des béquilles suspendues, la triple église, sa rampe d'accès, et le plâtre bleu, blanc et or sur le rocher célèbre. L'album n'ayant plus de secret pour lui, il se leva, conduisit vers la muraille des pieds précautionneux et des jambes perpendiculaires. Une sorte de gravure de propagande se trouvait là, intitulée « Lisez, méditez ». Et au-dessous, en caractères de plus en plus gros, comme chez les oculistes, « Éternité, éternité, éternité ». Des bruits de conversation traversaient une porte fermée. Augustin s'en retourna vers Lourdes. Il se constatait en un état d'anxiété complexe et continue. La supérieure parut enfin, et ce furent les paroles que Christine craignait. Non, il n'y avait pas pour le moment de sœurs disponibles. Elles sont trop demandées. Il y a trop de malades. Peut-être, quand il y en aurait, elle fit un vague geste de promesse. Augustin la trouva dure, commune, administrative et soupçonneuse. Elle imitait probablement quelques commis de bureau qui avaient dû l'impressionner. On ne rencontrait ses yeux qu'au fond d'un petit tunnel formé par le tuyautage raidi de sa coiffe gaudronnée. Un crucifix énorme et incommode, planté dans la piécette de son tablier monastique, lui raidissait le buste. Tout à coup, il entendit avec stupeur des mots pleins de pitié. « Il vous faudrait bien quelqu'un, pauvre monsieur. Je vais chercher, et si je ne trouve pas de sœur, je trouverai quelqu'un d'autre. » Il vit alors ce qu'il n'avait pas bien vu. En ses yeux soupçonneux, logeait une bonté de rude femme populaire, de l'espèce active et insentimentale, de celle qui met la main à la pâte et travaille pour le voisin comme pour elle, ne distinguant pas entre les deux. La même fixité enquêteuse et policière durcissait son regard. Seulement, elle ne s'adressait pas à lui, comme il l'avait cru. Bien plus générale, elle visait toutes les peines de la vie, tous les maux, ceux qu'elle avait vus et soignés, ceux qu'elle soupçonnait possibles, et qui pouvaient indifféremment se trouver dans les corps ou dans les cœurs d'hommes. Elle était une parade anticipée contre les circonstances, une manière de se préparer d'avance à leur heure. Augustin s'était simplement trouvé sur la trajectoire de ce regard combatif. Quand il revint, Christine travaillait à la cuisine, un bol entre les mains et une serviette à raies rouges. De l'eau bouillait sur le fourneau à pétrole. « Je voudrais t'aider, fit-il. » Sur ses indications, il tailla du pain, pela des pommes de terre, jeta les morceaux à mesure dans la casserole où bouillait la soupe. Christine, de temps en temps, s'en allait sur la pointe des pieds jusqu'au berceau où bébé dormait sous une gaze. La grosse Marie n'était pas venue ce soir-là. Ils dînèrent dans la cuisine. L'assiette de Christine était à un bout de la table, près du fourneau à pétrole. Christine expliquait. « Je t'ai mis un œuf à la coque, il est très frais. Il y a aussi une côtelette froide de midi. » Les choses continuaient leur petit train humble. Ils passèrent à l'eau leurs 4 assiettes, leurs 2 verres, les fourchettes. On ne savait à quelle heure la grosse Marie pourrait venir demain. Ils échangeaient quelques mots ternes, parlaient de litres de lait, de Strophondus, comptaient le nombre de crises identiques que leur vieille mère avait faites déjà. Dans cette existence désorganisée, l'activité de Madame Méridier manquait brusquement, comme toutes les choses dont on ne se rend compte qu'en face du trou creusé à leur place. Augustin se sentait brisé d'angoisse, d'inconfort, de remords et de pauvreté. Longtemps à l'avance, il eût dû penser aux maladies possibles, ne pas laisser les siens à la merci d'une femme d'ouvrage, les installer autrement. Il avait préféré s'attendrir sur de savoureux ébionismes évangéliques. Toujours la même chose. Lorsqu'on peut voir, on ne regarde pas. Lorsqu'on regarde,
Il est trop tard. Ils trouvèrent la malade inquiète, absorbée. Elle multipliait les questions de détail. Si Christine avait bien su préparer le dîner comme il fallait, avec quel morceau de viande? Si elle ne s'était pas trompée de café? Elle faisait tss, ajoutait quand on n'est pas là. Elle demanda si Marie pouvait revenir et combien de jours, si le boulanger connaissait d'autres femmes d'ouvrage et si on était allé le voir. Elle se rassura un peu qu'Augustin y eût pensé. Elle avait l'air changée, tourmentée, assombrie. D'innombrables préoccupations minuscules pesaient sur elle. Que cela tombe mal, mon Dieu. Aux réponses de Christine, elle répliquait « Ce n'est pas cela qu'il eût fallu. » Elle reparla aussi à Augustin de l'argent de son voyage, de ce qu'avait pris le médecin. Elle manifestait pour d'infimes détails une anxiété pénible à voir et qu'on ne lui connaissait pas quand elle allait bien. Puis elle se tut quelques minutes. Après quoi, elle limita ses questions à la santé de bébé, s'il avait bu, s'il avait vomi, ou rendu, comme elle disait. Elle parut satisfaite des bonnes nouvelles et ferma les yeux. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.